vous partez sans doute, vous aurez envie de partir dans le cadre de votre vie en Asie du Sud-Est. En effet, l'Asie du Sud-Est est devenue, depuis maintenant plusieurs décennies, une destination assez prisée des touristes. Hein, et pas toujours dans un but très louable, comme vous le savez. Hein, partir, je dirais, au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, oui, mais vous savez qu'il y a un tourisme un petit peu particulier qui se développe depuis plus de 20 ou 30 ans quand même en Thaïlande, qui n'est pas quand même un tourisme particulièrement glorieux pour les Occidentaux. Et voilà. Donc, c'est une destination touristique, l'Asie du Sud-Est, et donc je crois que ça vaut la peine, quand on part en voyage, d'avoir des notions élémentaires quand même sur les pays qu'on va visiter, parce que quand un prof d'histoire ou un prof de géographie se déplace, j'espère bien qu'il ne va pas seulement pour changer de ciel, mais aussi pour essayer de comprendre quelque chose à la vie quotidienne des gens, pour voir comment les gens mangent, comment ils vivent, comment ils s'habillent, quelles sont leurs coutumes, dans quel environnement ils vivent. Ça me semble quelque chose de tout à fait élémentaire. Alors, les régions que nous allons étudier ensemble aujourd'hui sont les suivantes. Je vais vous parler de l'Indochine, je vais vous parler de l'Indonésie, je vais vous parler des Philippines et de la Thaïlande. Voilà. Donc ce sont les régions que je compte traiter avec vous aujourd'hui. Donc je vous montre ceci sur le planisphère. C'est toujours le même planisphère que j'utilise, c'est-à-dire celui qui concerne les grandes découvertes. Alors, ce qu'on va étudier ensemble, c'est cette région-ci, en fait, aujourd'hui. Ça va? Alors, je vous remonte les territoires que j'ai mentionnés il y a quelques instants. Il y a donc l'Indochine. Alors, l'Indochine, ça correspond à l'heure présente à 3 pays. En fait, c'était 5 provinces de l'Indochine française. Il y a d'une part le Vietnam, ici, en brun foncé. Vous avez juste à côté le Laos, à l'ouest, et alors plus au sud, ici, le Cambodge. À l'époque de l'Indochine française, le Vietnam était divisé en 3 provinces. Vous aviez au nord la région de Hanoï, le Tonkin, conquis à l'époque de Napoléon III. Vous aviez ensuite l'Annam, qui formait un empire. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un empereur, là, le dernier empereur c'est Dao Bai, qui a d'ailleurs collaboré avec les Japonais. Et puis vous aviez la Cochinchine. Voilà, capitale Saigon, maintenant ça s'appelle Ho Chi Minh Ville. Et puis alors, le Laos et le Cambodge, je viens de vous en parler. Alors ici, vous avez ce territoire qui est la Thaïlande, et que jadis on appelait le Siam, jusque dans les années 1930 du XXe siècle. Vous avez tout ce territoire-ci, que l'on appelait jadis les Indes orientales, les Indes néerlandaises, que l'on appelle maintenant l'Indonésie. Indonésie signifie donc le pays des îles indiennes, puisque Nésos en grec ça veut dire île. Un autre terme qui est usité pour cette région-là, c'est aussi l'insulinde. C'est exactement la même chose, puisque insula en latin ça veut dire île. Donc insulinde ou Indonésie a la même signification. Ce sont des îles qui sont très nombreuses, il y en a 14 000. Elles forment l'Indonésie. Vous voyez que si vous inscrivez l'Indonésie dans un rectangle, eh bien vous avez une région qui est aussi grande que l'Europe occidentale et l'Europe centrale. Donc c'est un territoire tout à fait gigantesque. Enfin, reste un dernier territoire, ce sont les îles qui se trouvent ici et qui portent le nom de Philippines. Alors les Philippines, en fait, portent ce nom-là parce que c'est à l'époque du fils de Charles Quint, Philippe II, roi d'Espagne, qu'elles ont été colonisées par les Espagnols. Voilà. Alors, on va reprendre l'histoire de toutes ces régions-là, mais préalablement, je voudrais vous faire une petite introduction de type géographique. D'autant plus que vous êtes en sciences humaines
et que la géographie fait partie des 3 disciplines que vous étudiez avec mes collègues. Hein. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans le Pacifique, vous avez évidemment des profondeurs marines extrêmement importantes, mais dans la région considérée ici, vous devez vous dire, d'ailleurs on pourrait prolonger ici par la mer de Chine et ici la mer du Japon, en fait ce sont des mers où les profondeurs ne sont pas importantes. Autrement dit, on ne fait pas de la navigation hauturière, c'est-à-dire avec des voiliers, vous savez, comme on peut se les représenter dans les peintures du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle en Hollande, par exemple. Vous avez des profondeurs qui ne sont pas très très importantes et on peut considérer que cette mer-ci, j'ai déjà étudié ça dans une leçon antérieure, pas avec vous mais avec les étudiants de 2e année, toute cette région-ci et ceci, ce sont en fait un petit peu l'équivalent de la Méditerranée. Ce sont des Méditerranées pour eux. C'est seulement au-delà de ce grand arc ici et au-delà de cet arc pacifique ici que les profondeurs sont importantes. Donc, il faut avoir cela en considération. Donc ici, il y a beaucoup de pêche, bien entendu, mais ce n'est pas, comment dirais-je, des voiliers au long cours, tels qu'on voit dans certains films d'aventure, par exemple. Les réfugiés des des choses comme ça le Pacifique. Alors, c'est une région qui, sur le plan sismique, est très dangereuse. Vous avez un nombre incroyable de volcans dans ces régions-là, puisque la plaque sous-marine du Pacifique descend sous la plaque asiatique, et même chose ici, cette plaque-ci descend véritablement sous la plaque ici indonésienne. Et donc, non seulement vous avez des éruptions volcaniques très fréquentes, mais vous avez, c'est une région où il y a beaucoup de tsunamis, hein, des raz-de-marée qui peuvent tout submerger, et quand ils submergent tout, ben, c'est évidemment non seulement les populations qui payent, mais ce sont aussi, c'est toute l'économie d'un pays qui peut être dévasté. Alors, dans cette région-là du monde, vous avez aussi le phénomène des moussons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mousson? Les moussons, plutôt, vous l'avez vu sans doute en géographie, vous allez le voir incessamment. Hein, ce sont donc ces périodes de pluie intenses qui changent complètement de direction au début de l'été et au début de l'hiver. C'est-à-dire des vents qui transportent des pluies qui viennent du nord-ouest vont vers le sud-est, ou l'inverse évidemment la saison suivante. Et donc les pays de mousson ont, comment dirais-je, une caractéristique que nous ne pouvons pas imaginer même dans nos régions. Ah, les moussons, on les trouve également en Inde, bien entendu, dans l'océan Indien d'une manière générale. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur le plan purement géographique, je dirais? Ben, retenez quand même que ce sont des régions où domine le riz, hein, comme produit élémentaire de base. Voilà. Donc ça, ce sont donc des considérations générales sur le plan géographique. Maintenant, on va traiter successivement des différentes régions que j'ai citées. Je vais commencer d'abord par l'Indochine, ensuite je parlerai d'Indochine que je vais étendre dans Thaïlande, ensuite je parlerai de l'Indonésie et enfin je parlerai des Philippines. Comme ça vous voyez le plan de mon exposé. Alors, on commence tout d'abord par l'Indochine. Alors l'Indochine, regardez. L'Indochine, c'est toute cette région-ci. Vous voyez qu'on se trouve dans une région où descendent tous des fleuves qui prennent leur source dans l'Himalaya, regardez, au Tibet ici, et qui descendent
dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'entonnoir presque hein, de l'Asie, ici. Vous voyez tous ces fleuves qui descendent. Donc c'est une région extrêmement bien irriguée, globalement. Il y a des régions un petit peu plus sèches, mais globalement, c'est une région très bien irriguée. Donc il y a beaucoup d'eau. Mais encore faut-il pouvoir canaliser ces eaux pour éviter justement soit les inondations et pour éviter des déperditions qui feraient que cette eau ne peut pas être utilisée à des fins agraires et donc alimentaires. Alors, l'Indochine a connu 4 types d'influences. Influence indienne d'abord, influence chinoise ensuite, influence, je réfléchis un petit peu, influence européenne bien sûr, au moment de la colonisation, et puis bon, c'est pas une influence, puis alors on arrive à la période de l'indépendance. Donc ça veut dire qu'il y a 4 périodes, si vous voulez plutôt parler d'influence. 4 périodes, dont 3 influences. Alors, je commence avec l'influence chinoise. Alors la Chine a eu beaucoup d'influence, mais essentiellement, je dirais, en termes de force, sous le plan guerrier. La Chine, les rapports entre l'Indochine et la Chine, ce sont des rapports durs, des rapports guerriers. Ce sont aussi des rapports marchands. L'influence religieuse était relativement faible par rapport à l'influence indienne dont je vais vous parler maintenant. Ces pays ont été beaucoup plus marqués par l'hindouisme et le bouddhisme que par le taoïsme et le confucianisme. Alors, dès les premiers siècles de notre ère, donc il y a près de 2000 ans, des marchands indiens se rendent sur les côtes de l'Indochine et vont venir avec leur religion, c'est-à-dire l'hindouisme, et parallèlement le bouddhisme. Je vous rappelle que l'hindouisme est une très très vieille religion qui prend, je dirais, sa forme définitive quelques siècles avant l'ère chrétienne, mais qui a pour ancêtre le védisme, qui remonte au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et qui s'est transformé en brahmanisme, donc dans la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc l'hindouisme est le 2e avatar du védisme qui a transité par le brahmanisme. Alors l'hindouisme est une religion polythéiste. C'est une religion, comme toutes les premières religions, qui imprègne profondément toute la vie politique et sociale. C'est ainsi qu'en Indochine, et ce sera le cas plus tard en Indonésie, lorsque l'on fonde une ville, eh bien, la ville va suivre le tracé, le plan d'un univers symbolique. Les artères qui vont être tracées dans le plan de cette ville vont correspondre à des chemins spirituels, mystiques. Il y aura 4 points cardinaux dans ces villes. Pensez aux villes que l'on va trouver au Cambodge, à l'époque d'Angkor et Angkor Wat, donc 12e, 13e siècle. Le 5e point cardinal, c'est en fait le palais du roi. Et vous allez me dire 5 points cardinaux, ça ne va pas juste. Oui, mais quand on parle des points cardinaux, c'est dans un plan.
horizontale. Mais le cinquième point cardinal, il est en hauteur. Et donc le palais royal marque le cinquième point, mais à la verticale. Autrement dit, il relie le monde terrestre et le monde divin. Les rois prennent toujours le nom d'un dieu hindouiste. Alors, vous devez vous dire que l'Indochine a connu de multiples mélanges de populations, et donc il n'y a pas de population, je dirais, ethniquement pure. Parce que des tas de populations qui venaient d'Asie ont échoué, entre guillemets, dans cette péninsule. Et vous avez donc, à côté de populations, ça n'a pas beaucoup de sens de dire des populations indigènes, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'indigènes, en fait, au sens propre sur Terre, puisque nous venons tous d'Asie orientale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, ça n'a pas de sens de parler de Belges, d'indigènes en Belgique à l'heure actuelle. Tous les Belges, ils viennent, comme toutes les populations du monde, d'Afrique orientale. Donc le rejet d'étrangers, je vous ai déjà dit, c'est quelque part quelque chose d'insensé. Je veux dire d'un point de vue scientifique, puisque nous sommes tous des étrangers sur la terre que nous habitons pour l'instant. Voilà. Alors donc des tas de populations arrivent ici, et donc il va y avoir des guerres évidemment multiples. Alors, pour retenir les principales civilisations maintenant que je vais vous décrire, retenez que l'influence chinoise s'est surtout marquée au Tonkin et en Annam, A-2-N-A-M. Ici, il y en a un, mais c'est sans doute parce que c'est de l'allemand. Donc les habitants d'Annam s'appellent des Annamites. Les habitants du Tonkin, des Tonkinois. Vous connaissez peut-être la chanson de Joséphine Becker. Non, la Tonkinoise, ça vous dit rien. Alors, donc ici, influence chinoise, très nette, jusqu'au XIXe siècle. D'ailleurs, tous les souverains du Tonkin d'Annam étaient des vassaux de l'empereur de Chine. Pour le reste, pour le Cambodge, le Laos, le Siam et surtout la Birmanie, c'est l'influence indienne qui domine et non pas l'influence chinoise. Alors les langues que l'on parle dans ces régions, à titre principal, parce qu'il y a des tas de langues parlées par des minorités, qu'on ignore bien souvent, sont des langues sino-tibétaines. Sino, S-I-N-O, tibétaine, vous savez l'écrire. Sino, ça veut dire d'origine qui appartient à un grand groupe où se trouve la langue chinoise, la langue des Han, qui représente 90% de la population chinoise, parlée par 90% de la population chinoise. Alors, l'empire birman, qui va se développer au Moyen-Âge, à un moment donné, ira jusqu'au Laos. La Thaïlande, elle, connaîtra plusieurs, comment dirais-je, capitales, dont les principales sont, je vais les écrire au tableau, Sukhothai et Ayutthaya. Sukhothai pour le XIVe ou XVe siècle, et puis alors, du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce sera Ayutthaya.
Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, vous aurez la dernière capitale, évidemment, je ne vais pas être au tableau parce que vous savez comment ça s'écrit, Bangkok. Ah, c'est la capitale actuelle. Donc je répète, donc 14e siècle Sukhothai, du milieu du 15e siècle jusque dans les années 1780, Ayutthaya, et enfin, troisième capitale, Bangkok. Ces capitales se trouvent tout à fait logiquement en région de plaine. Alors évidemment, ici, vous avez une carte, c'est un planisphère, hein, mais vous devez vous dire que... Alors, je vais vous montrer ça avec ma main, avec mon doigt, ce sera peut-être plus facile. Donc, la Thaïlande, c'est tout ceci. Eh bien, les capitales dont je vous parle se trouvent ici. Donc, Sukhothai, Ayutthaya, Bangkok, ça se trouve ici. Ça va? Donc, en région de plaine, bien arrosée par les fleuves. Le nord de la Thaïlande, ce sont des régions de montagne très boisées, la région de Chiang Mai. Alors, tout ceci, évidemment, c'est la partie de la Thaïlande maritime, où il y a des petites embarcations à proximité des côtes qui font de la pêche. Alors, outre... Ah, mais voilà, j'ai retrouvé l'influence qui me manquait tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'avais dit 4 influences. J'ai dit chinoise, indienne, celle qui me manquait, c'était l'influence musulmane. Voilà, ça me revient maintenant, avant l'influence européenne. Hein. Alors, l'influence maintenant musulmane. Alors, l'influence musulmane, elle date, elle est tardive. Elle est tardive. Ça ne date pas du premier islam, de la première expansion d'islam, c'est-à-dire d'époque du califat omeyyade ou de l'époque du califat abbasside. Non, c'est assez tardif. C'est assez tardif. Je dirais même que 15e, 16e siècle. Donc, vous voyez. Alors, les marchands arabes vont naviguer le long des côtes indiennes ici et vont faire du commerce dans le détroit, alors, de Malacca. Ils vont traverser le détroit de Malacca, ils vont remonter ici, donc vous allez avoir des marchands arabes un petit peu partout ici, hein, qui vont commercer. D'ailleurs, en indonésien, à l'heure actuelle, l'endroit où on fait le marché, ça s'appelle pasar. Donc vous voyez que ça ressemble assez bien à bazar, passar, P-A-S-A-R. Un bazar, vous savez ce que c'est. Hein? Bien, donc vous voyez qu'il y a des mots arabes qui sont restés dans la langue indonésienne. Alors, je reviens à ce que j'expliquais pour l'Indochine. Après avoir très rapidement parlé de la Thaïlande, vous allez avoir une grande civilisation qui se développe ici. C'est la civilisation d'Angkor. Très connue, hein, Angkor. Non, faut pas. Encore. On peut, et d'ailleurs c'est une destination touristique très prisée, voir encore les ruines des palais et des temples de cette civilisation. Cette civilisation s'est développée entre le 9e siècle et le 14e siècle. Elle a connu son apogée au 12e siècle, qui est à l'époque où l'on construit justement les fameux temples Angkor Thom, Angkor Wat. Le 12e siècle est d'ailleurs l'époque de ce grand roi qui est Jayavarman VII. Il est contemporain de Philippe Auguste en France. Donc, des années 1180-1220.
Alors, cette civilisation d'Angkor, c'est une civilisation que l'on appelle une civilisation hydraulique. Qu'est-ce que ça veut dire, une civilisation hydraulique? Eh bien, ça veut dire que tout le pouvoir qui se met en place dans cet empire, alors c'est l'empire des Khmers, hein, c'est pas le des Khmers. L'empire Khmer. Repose évidemment sur la domestication, et je dirais même la domination de l'eau, des eaux. Une part très très importante des activités des paysans sont utilisées par le pouvoir pour asseoir sa domination. Alors on n'a pas tout à fait l'équivalent de ce qui se passe dans l'Occident médiéval à l'époque, au point que les historiens marxistes ont souvent parlé non pas de mode de production féodal, mais de mode de production asiatique. Dans le royaume de Siam, un peu plus tard, tenez-vous bien, 6 mois de l'année étaient dus par les paysans sous forme de corvée pour le roi. 6 mois. On est très loin, évidemment, de la situation des paysans en Europe occidentale, je dis bien pas centrale orientale, mais la situation en Europe occidentale à la même époque. Parce que dès le fin du XIe siècle, XIIe siècle, et plus encore au XIIIe siècle, en Europe occidentale, tout cela est réglementé dans ce qu'on appelle des chartes de franchise. Et le jour de corvée gratuite pour le seigneur, ces jours de corvée sont évidemment très peu nombreux. En tout cas, à partir du XIIe et XIIIe siècle. Tout ça est réglementé, et la corvée est remplacée par des redevances en argent. Il n'y a plus de corvée en nature, ou en tout cas très faiblement. Tout simplement parce que les serfs vont progressivement disparaître, et ont déjà disparu en grande partie au XIIe et au XIIIe siècle dans nos régions. Il y a toujours des serfs, bien entendu, mais il y en a déjà beaucoup moins qu'à l'époque carolingienne, où déjà ils représentaient vraisemblablement une minorité de la paysannerie. Alors je reviens, c'était une simple comparaison, enfin qui mérite d'être formulée. Alors je reviens à l'Indochine. Vous retenez donc l'Empire Khmer qui s'étend, qui commence à se former à partir du IXe siècle et qui disparaît définitivement au XIVe siècle, a connu son apogée au XIIe siècle et dans la première moitié du XIIIe siècle. Par la suite, Angkor est complètement dévasté et va disparaître. Angkor va encore, si vous voulez, exister, mais ce ne sera plus du tout la ville qui avait été le cœur d'un empire puissant pendant ce que nous appelons chez nous le Moyen-Âge classique. Et d'autres peuples vont alors, à partir de ce moment-là, les Thaïs, entre autres choses, les Birmans, vont occuper cette région de l'Indochine. Alors maintenant, j'en arrive au monde indonésien. Je dis le monde indonésien parce que l'Indonésie n'est devenue un pays unifié qu'à partir de 1949, c'est-à-dire à partir de l'indépendance. L'Indonésie, c'est une région qui dispose d'un certain nombre de ressources naturelles qui ont longtemps été exploitées, enfin récemment, je veux dire, le pétrole, le charbon et surtout le bois. Je vous montre la carte
Alors, vous vous souvenez que l'Indonésie s'inscrit dans ce rectangle-ci. C'est tout ceci, l'Indonésie. On est pratiquement, vous le voyez bien, à la hauteur de l'équateur. On est vraiment à l'équateur ici, hein, vous voyez zéro. Hein? Donc, comme dans tous les pays d'équateur, ben, vous avez des jours et des nuits qui ont pratiquement la même longueur. Hein? Et donc, vous avez une température qui est plus ou moins constante dans tout le courant d'année, aux environs de 28 degrés, 29 degrés. Alors, ça peut paraître sympathique, évidemment, d'avoir des températures comme celle-là, et d'avoir des journées comme celle-là, mais je peux vous dire que nous, on se plaint beaucoup en Belgique du temps que nous avons, et surtout des horaires que nous avons, c'est-à-dire qu'en hiver, il fait sombre à 5 heures du soir et il fait clair qu'à partir de 9 heures du matin. Mais imaginez que vous ayez, pendant toute votre existence, le soleil qui se lève à la même heure et qui se couche à la même heure. Moi, je ne crois pas que ce soit évident. Ils ne connaissent pas les saisons comme c'est nous. Hein? Ils n'ont pas ces rythmes journaliers que nous connaissons et qui font que nous avons ce changement perpétuel qui revient d'ailleurs, inévitablement, puisque la Terre fait sa révolution autour du Soleil en un an. Mais je ne crois pas que ça doit être gai. Bon, j'ai été en Indonésie, eh bien, c'est pas compliqué, c'était toujours, bon, je ne sais plus, le Soleil, je crois que c'était, il se réveillait, il se levait plutôt vers 6 heures du matin, et je crois que vers 6 heures, 6h30 du soir, vous êtes déjà tout noir. Mais c'est comme ça toute l'année. Et alors, quand vous êtes à l'équateur, il pleut tout le temps, il y a du soleil tout le temps aussi. Alors ça, c'est un avantage, évidemment, pour la végétation, si vous avez une végétation luxuriante. Au jardin botanique de Jakarta, vous avez comme ça des lianes qui poussent de plus d'1 mètre par jour. Alors vous imaginez, tous les jours, il y a 1 mètre en plus. Ça paraît incroyable, hein? Mais parce que vous avez sans arrêt donc de la lumière et de l'eau. Et ce sont les 2 éléments indispensables qui permettent à la vie de se développer. Et c'est le même régime pendant toute l'année. Alors en Indonésie comme en Indochine, la céréale qui domine, c'est évidemment le riz. Comme dans le sud de la Chine d'ailleurs, dans le sud du Japon aussi. Le riz, qui est l'équivalent du blé chez nous. Pour le riz, vous savez qu'il faut beaucoup d'eau. La riziculture, en fait, n'a strictement rien à voir avec une agriculture de type extensif, comme on peut le faire pour le blé dans le cœur des États-Unis. C'est une agriculture intensive, c'est du jardinage, avec des petites terrasses comme ça pour le riz, avec des petites rigoles. Et bon, voilà, vous avez déjà vu des paysans travailler dans des rizières, vous êtes tout le temps dans l'eau, il y a un petit peu d'eau, pas trop, et puis vous êtes en train de planter pousse par pouce, et puis ça pousse, et on peut avoir 2, 3 récoltes par an. Mais c'est ce qui permet de se nourrir, d'avoir une nourriture la plus abondante pour la plus grande partie de la population pendant toute l'année. Alors, je vous ai parlé déjà tout à l'heure de l'importance de ces marchands arabes, mais qui arrivent assez tardivement. Mais avant, qu'y avait-il avant? Eh bien, pendant ce que nous appelons le Moyen-Âge, jusqu'au XIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle, j'appellerais ça des petites principautés. Et ces principautés, elles sont dominées par un kraton. Je l'écris au tableau. Kraton. Alors un kraton, c'est en fait un édifice hybride qui tient à la fois du palais et du château fort. Ce sont des petits princes territoriaux, je dirais. Alors des guerres nombreuses vont opposer ces princes jusqu'au
jusqu'au moment où, au XIIIe siècle, un empire va se former. Non, quand je dis le XIIIe siècle, oui, c'est la fin du XIIIe siècle, donc dans les années 1280. Cet empire va dominer au XIVe siècle et va disparaître au milieu du XVe siècle. Donc retenez, nous daterons plus ou moins 1280-1450. Alors cet empire qui va dominer, c'est l'empire de Modjad Prahitt. Alors cet empire, c'est en fait un empire, mais entendons-nous bien, c'est une thalassocratie, pour utiliser un mot qu'on a souvent utilisé pour la civilisation crétoise. Vous savez, la mer Égée. Ben, la mer Égée, c'est un petit peu en petit l'équivalent, je dirais, de l'Indonésie. La mer Égée, donc, qui se situe en Méditerranée orientale, voilà, regardez la mer Égée ici, qui est fermée ici par la Crète, ici par le Dodécanèse, entre autres ici par l'île de Rhodes, et où l'on trouve les Sporades et les Cyclades. Ben, regardez, ceci, c'est une réduction de l'Indonésie. Eh bien, la thalassocratie, c'est quoi? La thalassocratie, c'est donc un système politique qui repose sur un pouvoir établi sur, ici, de nombreuses îles, mais dont le cœur est constitué par la mer elle-même, par le trafic maritime. Je vous ai dit qu'en Indonésie, il y a 14 000 îles. Eh bien, cet empire indonésien, qui est un empire hindouiste, je dis bien hindouiste, va mettre fin donc à toutes ces guerres et va s'étendre très loin, parce que d'après les textes, on essaie de les interpréter, parce que les noms qui apparaissent dans ces vieux textes sont toujours sujets à interprétation, mais cet empire aurait couvert Sumatra, Java, ici les Célèbes, les Moluques, le sud de Bornéo, et aurait même eu des antennes jusqu'aux Philippines. Imaginez quel territoire immense que cet empire indonésien du XIVe siècle. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du milieu du XVe siècle, les Arabes vont mettre fin à cette domination. Et cet empire va se disloquer. Alors, aux marchands arabes qui viennent dans cette région-ci pour les épices, et précèdent d'un bon demi-siècle les Portugais. Alors, de quelles épices s'agit-il? Il s'agit du poivre, bien sûr, des clous de girofle, entre autres choses, enfin des épices. N'oubliez pas que la recherche des épices sont une des causes tout à fait majeures des grandes découvertes, et de la recherche justement de ces épices par les Portugais, plus tard par les Hollandais. Et les Portugais vont arriver, alors je n'ai pas la date ici, mais enfin les Portugais arrivent donc au début, c'est en 1511, ils passent le détroit de Malacca, en 1511. Je vous rappelle que Vasco de Gama était arrivé à Calcutta, je vous l'ai dit la semaine passée, en 1498, après avoir fait le tour de l'Afrique. 1498. Et c'est en 1511 donc que les Portugais passent le détroit de Malacca. Ce qui les intéresse, ce sont donc les épices que l'on trouve dans cette région-ci. Les Portugais vont être délogés un peu moins d'un siècle plus tard par les Hollandais. Alors pourquoi les Hollandais ne s'y sont pas mis plus tôt? Parce que pendant les 3 premiers quarts du XVIe siècle,
ceux qui vont devenir les sujets, ou les citoyens, si vous voulez, des Provinces-Unies, dépendaient encore du roi d'Espagne. Charles Quint d'abord, ensuite Philippe II. Même si ces souverains ne régnaient pas dans les Provinces-Unies en tant que roi d'Espagne, bien entendu. Ils étaient comte de Hollande, comte de Zélande, etc. Ils avaient des titres divers. Hein. Les Provinces-Unies les futures Provinces-Unies sont prises dans cette guerre contre l'Espagne jusqu'en 1585. Donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, ils sont occupés dans une guerre pour leur propre indépendance, et c'est seulement à partir de la fin du XVIe siècle, et surtout au début du XVIIe siècle, que là, ce qu'on dit les Hollandais, ce sont, oui, principalement les Hollandais, hein, c'est-à-dire les habitants des Provinces-Unies, mais surtout ceux qui habitent dans la province de Hollande, hein, c'est-à-dire cette riche province maritime où se trouvent La Haye et Amsterdam, qui vont partir donc conquérir les mers dans un commerce très lointain. Et les Hollandais vont chasser les Portugais de l'insulinde, de l'Indonésie. Et ils vont y rester pour 3 siècles et demi, les Hollandais. En 1602, les Hollandais, des Hollandais, créent la Compagnie des Indes orientales, la VOC, la Compagnie des Indes orientales. C'est une véritable société capitaliste privée par action. Je vous dis, il y a déjà 4 siècles de cela. Une véritable société capitaliste, où l'on fait appel en bourse, à la bourse d'Amsterdam, à des capitaux qui, une fois rassemblés, vont servir à armer et affréter les navires. Or, les actionnaires, quand ils prennent des parts au capital de la Compagnie des Indes orientales, ils n'ont qu'un objectif, c'est d'avoir des dividendes importants. C'est-à-dire des bénéfices importants sur les parts du capital qu'ils possèdent dans cette société à charte. Et les profits vont être faramineux, au point que les Provinces-Unies, ce que l'on appelle maintenant les Pays-Bas, vont être la première puissance commerciale du monde à cette époque-là. Pensez bien, la première puissance commerciale du monde. Amsterdam est vraiment le cœur, j'allais dire le cœur du monde des affaires au XVIIe siècle. Après avoir succédé à Gênes et en précédant Londres au XVIIIe siècle. Alors, les Hollandais, pendant 2 siècles, ils vont faire du commerce avec les chefs indigènes, avec les commerçants sur place. Ils vont s'enrichir dans des proportions très importantes. Mais au XVIIIe siècle, cette compagnie va connaître son déclin. Parce qu'elle va être concurrencée par les Anglais. Et au XIXe siècle, il va se passer quelque chose de très très important. C'est que dans les années 1820-1830, les Hollandais reprennent possession des îles de l'insulinde après que ces terres aient été occupées par les Anglais pendant la parenthèse napoléonienne. Et à ce moment-là, vous avez aussi, n'oubliez pas quand même, nous sommes en Belgique, en 1830, l'indépendance de la Belgique. Donc les Pays-Bas perdent une partie, enfin la moitié sud de leur territoire, et donc une diminution importante de leur rentrée. Et donc il y a un ministre des colonies hollandais qui précédemment avait été
gouverneur général des Indes néerlandaises, c'est-à-dire de l'Indonésie, qui va inventer un système qui va, comment dirais-je, conduire à l'instauration en Indonésie d'un système qui se rapproche de ce que les Espagnols ou les Portugais ont pu faire au XVIe siècle en Amérique du Sud, en Amérique latine. On étudie ça la semaine passée, vous en souvenez. Qu'est-ce qu'ils vont faire, donc, à l'initiative de ce personnage? Eh bien, il va être décidé que le 5e des terres et le 5e de tous les revenus des paysans sera exproprié, évidemment, sans contrepartie, et attribué à l'État hollandais. Donc vous imaginez, du jour au lendemain, vous avez un champ, et le 5e de votre champ devient terre de l'État. Et le 5e des revenus de vos champs sont considérés comme des impôts. La semaine passée, je vous ai expliqué que les Espagnols ont fait la même chose avec le système du quinto. Vous vous souvenez? Un 5e des revenus des mines d'or et d'argent en Amérique latine revenait à l'État espagnol, à la couronne de Madrid. Sauf qu'ici, on est au XIXe siècle, on n'est plus au XVIe siècle. Mais la différence de ce qui va se passer en Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique, ou au Brésil, c'est que les Hollandais ne vont pas se laisser se former des grandes propriétés. Bien au contraire. Ils feront tout pour qu'il n'y ait que de petites propriétés. Donc il n'y aura jamais de grands propriétaires terriens en Indonésie. Jamais. Alors, on arrive maintenant à l'histoire des Philippines, et puis je vous parlerai de tous les pays dont il était question au XXe siècle. Je passe maintenant donc aux Philippines. Je vous ai expliqué que les Philippines tirent leur nom de ce souverain espagnol de la deuxième moitié du XVIe siècle, à savoir Philippe II. Dès le XVe siècle, des marchands arabes étaient arrivés sur la grande île de Mindanao. Et dans les années 1560, les Espagnols débarquent et s'installent sur la grande île de Luçon. Alors, j'essaye de voir un petit peu où ça se situe ici. Alors, Mindanao, donc ça c'est la grande île où arrivent les Arabes dès le XVe siècle, et Luçon, c'est la grande île qui est ici, avec Manille, c'est la région où les Espagnols arrivent, alors là, un siècle plus tard. Les Espagnols vont exploiter, je dirais, les Philippines de la même manière qu'ils exploitaient l'Amérique du Sud. Pour eux, les Philippines ne sont rien d'autre qu'une extension de l'Amérique du Sud. Regardez un petit peu cette grande ligne ici. En fait, c'est la séparation prévue en 1494 par un pape au traité de Tordesillas, je l'écris au tableau,
permettait de mettre d'accord les Portugais espagnols et les Portugais et les Espagnols sur les terres qu'ils pouvaient considérer comme leur propriété une fois qu'elles avaient été découvertes. Donc, en 1494, cette ligne est tracée, et donc il est prévu que toutes les terres qui seront découvertes à l'ouest de cette ligne deviendront propriété de l'Espagne, une fois qu'elles auront été découvertes. Et n'oubliez pas que le voyage de Christophe Colomb date de 2 ans plus tôt, 1492, donc il y avait encore tout à découvrir, je dirais, à ce moment-là, 2 ans après le voyage de Christophe Colomb. Et que toutes les terres qui se trouvaient à l'est de cette ligne de démarcation, bien, appartiendraient, une fois qu'elles seraient découvertes, aux Portugais. C'est ce qui explique que le Brésil va devenir portugais, alors que le Brésil ne sera découvert qu'en 1500, donc 6 ans après le traçage de cette ligne de démarcation, mais que le Brésil va effectivement occuper un espace beaucoup plus important que celui prévu initialement, puisque vous savez que le Brésil, il couvre toute cette région-ci, toute la région d'Amazon, l'Orinoque, et toute cette région-ci. Donc effectivement, il va y avoir une dérogation, si vous voulez. De la même manière, il faudra attendre 1522, après que Delcano ait pu terminer la circumnavigation, donc autour de la Terre, terminant cela le voyage de Magellan. Vous vous souvenez, Magellan, qui était parti d'Espagne, ici, c'était un Portugais, mais travaillant pour le roi d'Espagne, parti d'ici. Magellan est passé par le détroit qui va porter son nom, bien entendu, le large de la Terre de Feu, qui va traverser le Pacifique, vous voyez, 1521, et qui aboutit donc, qui se fait tuer en 1521 ici aux Philippines, par des indigènes, et puis c'est son successeur, Elcano, qui en 1522 va pouvoir revenir donc en Espagne. Et donc c'est seulement après 1522 qu'on a pu tracer une ligne qui poursuive, je dirais, la ligne de démarcation qui est là. On ne pouvait pas le faire avant, puisqu'on n'avait pas encore découvert l'océan Pacifique, on n'avait pas encore fait le tour de la Terre. Et donc la ligne de démarcation, en fait, elle se situe, ici on ne la voit pas, mais elle se situe pratiquement ici. Et donc, les Philippines, eh bien, c'est l'exception qui confirme la règle. Les Philippines auraient dû appartenir aux Portugais, puisqu'elles se trouvaient entre ces deux lignes de démarcation. Ça va? Ben, il se fait que les Espagnols ont pris possession de ces terres-là, de la même manière que le Brésil, qui se trouve la partie occidentale du Brésil, bien que se trouvant à l'ouest, va faire partie donc de l'empire colonial portugais. Et je vous ai expliqué déjà tout à l'heure que les Philippines tirent leur nom donc de Philippe II. Voilà. Alors, les Philippines, ce sont donc des terres où il n'y avait pas de civilisation, je dirais, comme en Indochine ou en Indonésie. C'était des terres avec des indigènes qui n'avaient pas développé d'État. Il n'y avait pas d'État. La population des Philippines va rester très pauvre jusqu'au XXe siècle. Les Philippines seront espagnoles jusqu'en 1898. Alors 1898, ça veut dire il y a un peu plus d'un siècle. Puisqu'il y a un peu plus d'un siècle, quand vous étiez aux Philippines, vous étiez toujours dans une colonie espagnole. D'ailleurs, les habitants des Philippines portent des noms à consonance espagnole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, c'est qu'en 1898, les Philippins se soulèvent contre les Espagnols, mais les États-Unis en profitent pour faire la guerre aux Espagnols. C'est ainsi que Cuba va devenir un protectorat
c'est la dernière terre espagnole, colonie espagnole d'ailleurs en Amérique, va devenir un protectorat américain. Et à la grande rage et au grand désespoir des Philippins, eh bien, ils n'obtiendront pas véritablement leur indépendance, ils seront sous le protectorat des États-Unis jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au XXe siècle, je commence par les Philippines, puisque j'ai terminé par là pour les siècles antérieurs, puis je vais reprendre ce qui s'est passé au XXe siècle pour toutes les terres que j'ai traitées jusqu'à présent. Eh bien, au XXe siècle, les Philippines sont protectorat américain, au point qu'à l'heure actuelle, à part un dialecte malais, donc originaire de Malaisie, hein, ce qu'on appelle le malais est la lingua franca, c'est-à-dire la langue véhiculaire, enfin les dialectes malais sont les langues véhiculaires de toute la région qui nous intéresse, hein. Non seulement des Philippines, mais également d'Indonésie. Eh bien, à part un dialecte malais qui a repris vigueur, la langue usuelle aux Philippines, c'est l'anglais, puisque les Américains ont dominé cette île pendant près de 50 ans. Et ce sont seulement des vieilles familles philippines qui parlent encore espagnol. Un des derniers dictateurs des Philippines s'appelait Marcos, d'ailleurs, c'est bien un nom, hein, à consonance hispanique. Et celle qui lui a succédé, c'était Cora Aquino, aussi. Alors, au XXe siècle, il s'est passé un événement que vous connaissez tous, dramatique, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Dès le début des années 1930, le Japon se lance dans une guerre, hein, d'abord contre la Mandchourie, ensuite contre la Chine orientale, et bientôt, lorsque l'Allemagne va envahir les Pays-Bas d'abord, la France ensuite, et puis va combattre l'Angleterre sans l'envahir, eh bien les Japonais vont en profiter pour s'emparer de toutes les colonies d'Europe occidentale qui se trouvaient donc dans l'Asie du Sud-Est. C'est ainsi que, successivement, Hong Kong et la Malaisie, ainsi que la Birmanie, qui étaient des colonies britanniques, vont être occupées par les Japonais. Toute l'Indochine française va être occupée également, donc les 5 provinces que j'ai citées au début de mon exposé, à savoir le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, le Laos et le Cambodge, et enfin, les Pays-Bas vont occuper l'Indonésie. Alors, tous ces territoires étaient des vieilles colonies, pour certaines en tout cas, européennes. En ce qui concerne le futur Vietnam, donc le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, leur conquête remonte au Second Empire et à la Troisième République, c'est-à-dire à la deuxième moitié du XIXe siècle. En ce qui concerne Hong Kong, la Malaisie et la Birmanie, ça date également du XIXe siècle. Par contre, pour les Indes néerlandaises, là, il faut remonter, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pratiquement au début du XVIIe siècle. Lorsque les Japonais occupent ces colonies européennes, qui les exploitent évidemment sans aucune espèce de moralité, c'est
tout à fait logique d'ailleurs, donc il les pille. Et au lendemain de la guerre, enfin juste lorsque les hostilités vont bientôt se terminer, les Japonais ont l'idée, un petit peu perverse bien sûr, même très perverse, de donner l'indépendance à toutes ces colonies qu'ils occupaient depuis quelques années. Autrement dit, juste avant de partir, ils laissent un héritage extrêmement pénible pour les métropoles européennes qui vont vouloir tout à fait logiquement récupérer les colonies qui leur appartenaient initialement. Alors, lorsque les Néerlandais reviennent en Indonésie, mais logiquement, ils veulent tout à fait récupérer leurs terres en estimant que c'était nos colonies depuis maintenant 3 siècles et demi. Il n'y a pas de raison qu'on ne les récupère pas dans l'état où elles étaient auparavant. Mais entre-temps, le mouvement nationaliste s'est formé sous la présidence de celui qui en deviendra justement le premier président au lendemain de l'indépendance de l'Indonésie, à savoir Sukarno. Des opérations de type policier vont être menées par l'armée néerlandaise en Indonésie pour récupérer ces territoires. Alors il n'y aura pas trop de difficultés dans les îles peu peuplées, à savoir Bornéo, à savoir l'ouest de la Nouvelle-Guinée. En revanche, les choses seront beaucoup plus difficiles dans les 2 grandes îles que sont Java et Sumatra. Et c'est ainsi que, en 1949, l'Indonésie devient indépendante. Il est vrai que la guérilla indépendantiste avait été soutenue à l'ONU par les États-Unis, l'Inde et l'URSS, qui étaient pro-indépendantistes. Dès lors, l'Indonésie devient un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés à la conférence de Bandung. Bandung est une ville qui se trouve en Indonésie, justement, en 1955. Bandung, ça s'écrit comme ceci. Bandung. Cette conférence est très importante parce qu'elle est à l'origine de l'expression politique de ce que l'on appelle à l'époque aussi, depuis quelques années, le tiers-monde. En fait, c'est une association de pays récemment indépendants, comme l'Inde, le Pakistan, l'Égypte. On trouve également la Yougoslavie de Tito. Et là, ce n'est pas lié à l'indépendance, c'est lié au fait que Tito s'est séparé très vite de l'URSS, parce qu'il y avait un conflit idéologique entre ces 2 régimes, communistes tous les 2. On trouve également la Chine, d'ailleurs, à la conférence de Bandung. Et à la conférence de Bandung, on cherche à promouvoir l'indépendance de tous les peuples colonisés, qui va venir très rapidement. Les pays d'Afrique noire deviennent indépendants entre 1958 et 1960-61. L'Algérie, il faudra attendre 1962, les accords d'Évian. Alors, l'Indonésie est un pays extrêmement peuplé aujourd'hui,
plus de 200 millions d'habitants, dont plus de 90% sont musulmans. Donc c'est le plus grand pays musulman au monde. Donc le plus grand pays musulman au monde n'est pas peuplé d'Arabes, mais d'un peuple non arabe, à savoir ici les Indonésiens. Les îles les plus peuplées sont d'abord Java et ensuite Sumatra. Vous devez vous dire que l'île de Java, qui se trouve ici, eh bien, possède plus de 50, voire 60% de la population d'Indonésie. Vous avez de nombreuses régions indonésien qui sont sous-peuplées. Je pense à l'île de Bornéo, mais vous savez que la partie septentrionale de l'île de Bornéo fait partie de la Malaisie, en fait. C'est seulement la partie inférieure qu'on appelle Kalimantan qui dépend de l'Indonésie. De la même manière que la Nouvelle-Guinée ici est divisée en deux ici aussi, il y a la République de Nouvelle-Guinée, et c'est seulement la partie occidentale qui fait partie de l'Indonésie, qui s'appelle Irian Jaya. Irian Jaya. Mais dans beaucoup de ces régions-là, toute cette région-ci, en Nouvelle-Guinée, enfin donc l'Irian Jaya, ce sont essentiellement des bois, qui sont d'ailleurs exploités de manière éhontée, un petit peu comme en Amazonie au Brésil. Même chose pour Bornéo, le sud de Bornéo, le Kalimantan, c'est essentiellement des régions boisées, même s'il y a ici effectivement des régions, sur la région côtière assez peuplée. Vous avez également beaucoup de forêts, plus de 40% de Sumatra est couvert de forêts. Donc c'est essentiellement Java, et alors dans les petites îles, ici, les célèbres, il n'y a pas non plus beaucoup d'habitants. Les célèbres, c'est ce qu'on appelle maintenant Sulawesi. Et cette région-ci, ce sont donc les Moluques. Les Moluques. Voilà. La région, l'île la plus prisée sans doute pour le tourisme, c'est l'île de Bali qui se trouve ici, hein, à côté de Lombok. Bali. Bali, c'est, je dirais, une sorte de conservatoire de l'hindouisme. Si vous allez à Bali, vous trouvez toute une série de traditions religieuses ou autres de type hindouiste. Quand vous allez au théâtre, il y a encore des tables pour touristes, évidemment, bien entendu, où l'on récite le Mahabharata et le Ramayana. Ils sont les deux grandes épopées de la mythologie indienne. Partout ailleurs, ce sont des musulmans, en grande partie, hein, des musulmans, mais des musulmans qui mêlent souvent dans leurs croyances des pratiques de type animiste. Moi, je me souviens, quand j'étais en Indonésie, le guide qui était là, qui avait quand même une formation historique, il se disait musulman, mais il avait son petit gris-gris autour du cou qui n'avait rien, qui n'avait strictement rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire qu'il était un peu animiste également. Donc beaucoup d'Indonésiens sont musulmans, mais c'est un islam agrémenté à la sauce, évidemment, d'Asie du Sud-Est. Voilà. D'ailleurs, si vous allez en Indonésie faire du tourisme, il y a des grands sites comme celui de Borobudur, hein, qui est un temple bouddhiste qui date du 8e siècle de notre ère, Borobudur, qui est comment dirais-je, un édifice protégé par l'UNESCO, hein, au même titre que les pyramides, les temples mayas. Et vous avez un autre site important, qui est celui de Prambanan, un site hindouiste. Alors là, hindouiste, et non pas bouddhiste comme Borobudur. Très important. Voilà. Or, à l'heure actuelle, l'Indonésie dispose d'un certain nombre de richesses, comme le pétrole d'abord, le charbon, le bois. Je crois que ce sont des, comment dirais-je, des produits essentiels pour l'économie de l'Indonésie. N'oubliez pas que la société brito- ou anglo-hollandaise Shell, hein, tire ses ressources, et à l'origine s'est formée grâce au pétrole d'Indonésie. La fameuse Shell, c'est le coquillage jaune, hein, une compagnie anglo-hollandaise, je dis bien hollandaise. Donc tous les pétroliers qui arrivent à Rotterdam, à l'origine, c'est des pétroliers venant d'Indonésie, hein, à l'origine. Bon, maintenant, c'est du commerce international, bien entendu.
Alors voilà pour l'Indonésie. Donc la langue qui est parlée en Indonésie à l'heure actuelle, c'est donc le Bahasa Indonesia, qui est en fait du malais. Du malais. Alors maintenant, on va voir rapidement ce qui s'est passé dans les autres régions. Alors, pour la région du Vietnam, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a été conquise, enfin toute l'Indochine a été conquise par les Français dans le dernier tiers, le dernier tiers du XIXe siècle, y compris le Laos et le Cambodge un peu plus tardivement. Le Laos et le Cambodge ont été occupés par les Japonais, comme le Vietnam. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Laos et le Cambodge deviennent des royaumes indépendants en 1949, la même année que l'Indonésie. Quant au Vietnam, il va être partagé en deux. Il y aura le Nord-Vietnam, sous influence communiste, sous obédience communiste, et le Sud-Vietnam sous obédience capitaliste. Le Nord-Vietnam sera dirigé par Ho Chi Minh, je l'écris au tableau, qui était le chef du mouvement indépendantiste pendant la guerre. Ho Chi Minh contre les Japonais, mais après la guerre contre les Français cette fois. Après le départ des Français et leur défaite à la fin de la guerre d'Indochine en 1954, ce sont les Américains qui vont prendre le relais. Et de 1963 à 1973, il y aura la terrible guerre du Vietnam, dont vous avez bien entendu parler, où les Américains, au plus fort de la guerre en 1967, auront près de 600 000 hommes sur place, dans un pays tropical, dans la jungle. Ils vont se battre. Ils vont se battre contre le Viet Cong, c'est-à-dire les communistes résistants clandestins au Vietnam du Sud, et contre le Vietnam du Nord, dirigé par le Viet Minh. Donc, Viet Cong, ça s'écrit comme ceci, Viet Cong, et le Viet Minh. Donc, je répète, le Viet Cong, c'est le parti communiste clandestin et rebelle du Vietnam du Sud, et le Viet Minh, c'est donc le parti communiste, mais là tout à fait officiel, puisqu'il dirige le pays, du Vietnam du Nord. Les Américains se retirent en 1973, il y avait des accords à Paris. Nixon, qui était président des États-Unis, avait essayé de négocier une paix honorable, et pour négocier une paix honorable où les États-Unis ne perdaient pas la face, il avait dû essayer non pas de renverser le rapport de force, sinon il aurait gagné la guerre, mais au moins de réduire au maximum les forces communistes du Vietnam du Nord, et c'est ainsi que, à l'époque de Johnson d'abord, qui va succéder à Kennedy, et puis sous Nixon au début des années 69, 70 et 71, dont il va y avoir des bombardements massifs de B-52. Finalement, les États-Unis partis, 2 ans plus tard, le Vietnam du Nord envahit le Vietnam du Sud. C'est le même général qui avait battu les Français à Dien Bien Phu en 1954, dans la cuvette, qui bat les Vietnamiens du Sud. Cette fois, c'est le général Giap, G-I-A-P. Depuis lors, le Vietnam a été réunifié, mais sous l'égide communiste. Donc, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, ou dans beaucoup d'autres pays, là, ce sont les communistes qui ont gagné. Sauf que ces communistes, vous savez, ils sont fortement teintés de capitalisme depuis un certain temps. Voilà. Alors, je réfléchis pour voir si j'ai fait le tour de tout. Je vous ai parlé de l'Indochine. Oui, je ne vous ai pas parlé du Cambodge et du Laos. Retenez quand même que dans les années 70, le Cambodge et le Laos vont être dirigés également par des communistes. En ce qui concerne le Cambodge, par des communistes pro-chinois, alors que le Vietnam était dirigé par des communistes pro-russes. Donc là, 2 formes de communisme vont s'opposer.
Il y aura un terrible génocide, enfin, peut-on parler de génocide? Je ne sais pas, parce qu'en fait, ce sont des Cambodgiens qui ont tué d'autres Cambodgiens. Donc, il va y avoir plusieurs millions de morts au Cambodge à l'époque où les Khmers rouges, c'est-à-dire les communistes maoïstes, vont dominer le pays. Et finalement, le régime de Pol Pot, qui était le dirigeant du Cambodge, va s'effondrer à la suite de l'invasion du Cambodge par les Vietnamiens. Donc c'est un pays communiste, en fait, il y a un autre pays communiste. Voilà. Je crois avoir fait le tour de l'essentiel. Maintenant, je vous montre quelques livres. Alors, tout d'abord, pour ceux qui s'intéresseraient, pour avoir quelques notions des langues des pays dont je vous ai parlé, à savoir le thaï, le vietnamien, eh bien, je vous renvoie à l'ouvrage de Louis Armentier, Orientalisme et linguistique, introduction principale langue continentale de l'Extrême-Orient, les idiomes sino-tibétains chez Laurent. Alors, de Louis Frédéric, qui est un journaliste bien informé, la vie quotidienne dans la péninsule indo-chinoise à l'époque d'Angkor, entre 800 et 1300, donc à l'époque de son apogée, publié chez Hachette. Alors, dans un ouvrage collectif très intéressant publié par le Centre d'études et de recherche marxiste qui s'intitule « Sur le mode de production asiatique », vous avez un article sur le Laos médiéval et un autre sur l'application du concept de mode de production asiatique dans l'Empire Khmer, du Xe au XIIIe siècle. C'est très intéressant. Alors, l'article est rédigé par un soviétique à l'époque. Alors, ici je vous montre un catalogue d'une exposition qui s'est tenue en 1997, Trésor du royaume de Thaïlande, Bouddha du Siam, au musée du Cinquantenaire. Vous avez toute l'histoire de la Thaïlande qui est reprise dans ce volume et qui a servi donc de base à mon exposé. Alors, de Jean Bruat, Histoire de l'Indonésie, en que sais-je. Et alors, de Olivier Sevin, c'est très bien fait, c'est un géographe, mais toute une partie de son livre est consacrée à l'histoire. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est pas d'histoire chronologique, c'est plutôt d'histoire vraiment pensée, très très intelligente, et il explique entre autres le système seigneurial qui existait dans les différents kratons et le passage justement au début du XIXe siècle à l'exploitation des terres dans le cadre d'un système colonial par les Hollandais. Et enfin, dernier ouvrage de Jean Chénaud, l'Asie orientale au XIXe et XXe siècle, aux presses universitaires de France. Comme toujours dans les volumes de cette collection-ci, vous avez une bibliographie abondante au début, ensuite vous avez l'état de la situation à l'heure actuelle, l'état des recherches, et puis enfin une partie problématique sur les recherches en cours. J'ai dit